La fin d'un rêve. Je m'appelle Gabrielle, j'ai 37 ans, et jusqu'à récemment, je croyais avoir bâti un mariage solide, basé sur le respect, l'amour et les rêves que ma femme, Élodie, et moi partagions depuis notre jeunesse. Nous avons passé près de 12 ans ensemble, dont 7 mariés. Elle avait toujours des étincelles dans les yeux lorsqu'elle parlait de devenir policière militaire. C'était un rêve de longue date qu'elle portait dans son cœur depuis l'enfance, et je l'ai toujours soutenue. Il ne pouvait en être autrement. Nous, les hommes, nous nous engageons souvent dans les rêves et les projets de nos partenaires. Nous faisons tout pour leur bonheur, n'est-ce pas? Ce furent des mois d'études, des nuits blanches, des moments que nous aurions dû passer ensemble, mais que j'ai sacrifiés pour quelque chose de plus grand. Je l'ai fait pour son rêve, qui, d'une certaine manière, était aussi le mien. Je me souviens très bien du jour où les résultats de l'examen sont tombés. Comme prévu, elle avait réussi. J'étais au travail lorsqu'elle m'a appelé, et à l'autre bout du fil, je n'ai entendu que ses cris de joie. En rentrant ce soir-là, elle a sauté dans mes bras, a pleuré et m'a serré comme si elle vivait le plus grand triomphe de sa vie. J'avoue que j'ai pleuré aussi. Je ne savais pas que cet accomplissement marquerait le début de notre fin, la fin de tout ce que nous avions prévu ensemble. C'est difficile d'admettre que j'ai arrêté de vivre ma vie pour vivre ses rêves. Et au bout du compte, quand viendrait le moment de récolter les fruits de cette victoire, je serais abandonnée, trahie, trompée et ridiculisée. Au début, pendant l'entraînement, j'ai vu les choses changer peu à peu. Les sessions étaient difficiles, les routines épuisantes, et il restait peu de temps pour nous deux. Élodie rentrait épuisée. Souvent, elle me parlait à peine, allant directement à la douche, puis au lit. J'essayais de comprendre, me disant que, petit à petit, les choses reviendraient à la normale. Après tout, la routine militaire est dure, épuisante. Je me suis convaincue que ce n'était que de la fatigue et que bientôt, nous reprendrions nos vies. Mais cela n'a jamais été le cas. Avec le temps, Élodie a changé. Peu à peu, elle a cessé d'être cette femme chaleureuse et attentionnée, toujours pleine de mots doux. Les câlins ont diminué, sont devenus apathiques, puis ont presque disparu. Le lit, qui avait toujours été un lieu d'abandon et de complicité, est devenu un espace vide parmi tant d'autres. J'ai persisté à croire que ce n'était qu'une phase, une conséquence de son nouveau travail. Mais en moi, quelque chose commençait à peser lourd. Il y avait trop de silence, trop de distance. Je ne voulais pas croire les signes qui se présentaient à moi. Le déni est une phase étrange. Mais un jour, par hasard, tout s'est effondré, et ce dont j'avais été témoin ne pouvait plus être nié. Je suis rentrée tôt et, en entrant dans le salon, j'ai entendu sa voix. Elle était au téléphone, ignorant que j'étais déjà là. Ces mots résonnent encore dans ma tête, « Mon amour, tu me manques. Je te retrouve demain au même endroit, à la même heure, d'accord? J'ai hâte de te voir, mon amour. J'ai hâte qu'on soit ensemble pour de bon. J'en rêve, et je ne veux plus mentir à personne. Tu sais. » Mon corps se figea instantanément. J'étais paralysée, incapable de croire ce que j'avais entendu. Je venais d'entendre ma femme appeler quelqu'un, mon amour, et faire des plans avec une autre personne. Quelle absurdité était-ce? À qui parlait-elle? Sans perdre de temps, j'entrai nerveusement dans la pièce et demandai, « Qui vois-tu demain, Élodie? Qu'est-ce que c'est que ça? » Quand elle me vit, Élodie devint blanche, pâle, comme si tout son sang s'était vidé de son corps. Sa voix tremblait, mais, essayant de se reprendre, comme si elle avait déjà un alibi prêt, elle répondit, « Chérie, je ne t'avais pas vu là. » Remarquant mon sérieux, elle ajouta, « Ce n'est personne, ma puce, personne que tu connais. Je parlais à une collègue du bataillon. Tu as pris la conversation à moitié et tu as tout mal compris. C'est juste une amie, et tu n'as pas à te comporter comme ça avec moi, d'accord? » Elle essayait de retourner la situation contre moi, insinuant que j'étais jaloux et contrôlant. Mais cette conversation, amicale, ne m'a pas convaincue. Au fond, je savais qu'Élodie mentait, car j'en avais entendu bien plus qu'elle ne le pensait. Sur le moment, sans preuve concrète, j'ai fait semblant d'accepter ses excuses et j'ai laissé tomber. J'ai vraiment fait semblant, puis je suis allée dans la chambre, laissant Élodie dans le salon,
visiblement nerveuse. Sa réaction avant de formuler ses excuses en disait long, mais je n'ai rien dit. Je l'ai gardé pour moi. Élodie était intelligente. Au fond d'elle, elle savait que je n'étais pas dupe et que je n'avais pas cru à son histoire. Malgré tout, elle fit comme si de rien n'était, se comportant normalement, comme si rien ne s'était passé des heures auparavant. Le lendemain, Élodie annonça qu'elle allait au centre commercial pour faire quelques achats avant d'aller travailler. Vers 13h, elle partit, mais elle était bien habillée, rien chez elle ne laissant présager qu'elle allait travailler. Quand je l'interrogeai sur son uniforme, elle répondit qu'elle en avait laissé un de rechange à la caserne. Elle avait réponse à tout. Avant de partir, elle me dit au revoir avec une petite bise, prétextant qu'elle ne rentrerait que le lendemain. Elle ajouta qu'elle m'aimait et qu'elle se rattraperait à son retour. Méfiant, je suivis discrètement sa voiture, celle que je lui avais offerte 2 ans plus tôt. Mes mains étaient moites sur le volant, mon cœur battait à tout rompre. Je priais pour avoir tort, mais au fond de moi, je savais que non. Je la vis se garer devant une place. Peu après, un homme s'approcha, et à sa coupe de cheveux et à sa posture, je compris qu'il était aussi policier. Lorsqu'elle sortit de la voiture et s'approcha de lui, je fus témoin de la scène qui détruisit ma vie. Ils s'enlacèrent, partagèrent un long baiser, puis montèrent dans sa voiture. Je les suivis de loin jusqu'à ce qu'ils entrent dans un motel. Ce fut la confirmation de tout ce que je craignais le plus. À ce moment-là, j'eus l'impression que le monde s'effondrait autour de moi. J'enregistrai tout, leur entrée au motel, leur comportement de couple amoureux. Mon mariage était terminé, sans retour en arrière possible. Je lui avais toujours clairement dit que je ne pardonnerais jamais une trahison. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Je restai éveillée, organisant mes pensées, cherchant une réponse à la trahison d'Élodie. Mais rien ne laissait présager un quelconque échec de ma part en tant que mari. Qui était cet homme? Depuis combien de temps cela durait-il? Ces questions me tourmentaient. Le dimanche matin, vers minuit, elle rentra à la maison. Élodie se comportait naturellement, comme si de rien n'était. Il était clair qu'elle avait l'habitude de mentir, et ce n'était pas un simple lapsus. Elle était heureuse, ayant probablement passé tout le samedi avec son amant, et maintenant, elle rentrait auprès de cet idiot, mais cela s'arrêterait là. Élodie essaya de m'embrasser, mais je détournai le visage, l'évitant. Je la laissai dans la pièce et partis sans donner d'explication. Je voulais qu'elle vienne à moi, qu'elle exige des explications, qu'elle se mette en colère d'être rejetée, car j'utiliserais cela contre elle. Et c'est exactement ce qui se passa. Élodie entra dans la pièce, furieuse, et exigea de savoir ce qui m'arrivait. Elle voulait comprendre pourquoi je l'avais traitée si froidement. Elle perdit le contrôle, disant que j'étais étrange, que ça n'avait aucun sens de la traiter ainsi après qu'elle avait travaillé toute la nuit. Travailler, demandai-je. Oui, travailler, Gabrielle, répondit-elle en criant. Alors, explique-moi ça, Élodie. Explique-moi ces photos, dis-je calmement, avant de jeter sur le lit les photos que j'avais prises le samedi après-midi. C'étaient des images d'elle et de son amant entrant au motel le dimanche matin, alors qu'elle aurait dû être au travail. Elle fondit en larmes en voyant les images. Comment as-tu? Gabrielle, ce n'est pas du tout ce que tu imagines, je peux t'expliquer, tenta-t-elle, d'abord en cherchant des excuses, puis en minimisant ce qui s'était passé. Gabrielle, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'était une erreur, un moment de faiblesse. Il faut que tu comprennes, la routine, la pression. Une faiblesse, rétorquai-je en riant ironiquement. Non, Élodie, tu t'es servi de moi pour atteindre tes buts. Tu m'as trompé à la première occasion. Ta faiblesse, c'est ton caractère. Tu n'es pas digne. Je la regardai droit dans les yeux et continuai, voilà ce que tu fais, Élodie. Fais tes valises et va vivre chez tes parents. Peu m'importe que tu sois policière, armée ou non, je n'ai pas peur de toi. Mais toi, tu devrais avoir peur de ce que je peux te faire à partir de maintenant. Tu ne peux pas me faire ça, Gabrielle, dit-elle désespérément. Je peux, et je le ferai. N'essaie pas de me duper, Élodie. Je ne plaisante pas.
Après cela, elle fit 2 valises et partit. Le mardi, je trouvai un avocat et demandai le divorce. Je ne voulais pas aller directement à l'état civil, car j'étais sûre que ce ne serait pas un divorce à l'amiable. Le divorce fut douloureux. Élodie essaya de résister, tenta par tous les moyens de me convaincre de lui donner une autre chance. Elle pleura, jura qu'elle était désolée, disant que ce n'était qu'une phase, un moment de rupture dans notre mariage, qu'elle m'aimait et n'avait jamais envisagé de me quitter. Des mensonges, encore des mensonges. Je l'avais entendue faire des projets avec son amant, disant qu'elle avait hâte de vivre avec lui, sans mentir à personne. Maintenant, il ne me restait que le souvenir de tout ce que j'avais fait pour elle, pensant que c'était aussi pour notre avenir. Aujourd'hui encore, je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête d'une femme qui trompe. Si elle trompe, cela signifie que son mari ou son partenaire n'a plus de valeur, qu'il est devenu un objet jetable. Pourtant, lorsqu'elle est découverte, elle insiste sur le fait qu'elle aime toujours et se bat pour retrouver le mariage qu'elle a elle-même détruit. Si je n'étais plus utile, pourquoi n'est-elle pas partie plus tôt? Je ne comprends pas. La procédure de divorce fut interminable. Les débats, les avocats, le partage des biens. Chaque rencontre au tribunal était comme une plaie qui se rouvrait. Elle essayait souvent de me regarder dans les yeux, mais je détournais le regard. Il n'y avait plus de place pour la complicité. Gabriel, je t'en prie, pardonne-moi. J'avais tort, mais je t'aime toujours, dit-elle lors d'une dernière conversation. Tu ne m'aimes pas, Élodie. Ceux qui aiment ne trompent pas, ne détruisent pas leur partenaire comme tu l'as fait. Tu aimais ce que je pouvais t'offrir, mon soutien, ma sécurité, la stabilité que je t'apportais. Mais cela n'a servi qu'à te donner ce que tu voulais. Puis j'ai perdu ma valeur et je suis devenue inutile dans ta vie. Le respect que tu avais pour moi a été jeté par terre quand tu m'as quitté pour un autre homme. Le motel n'a fait que faire déborder le vase. Je sais que ce n'était pas la première fois que tu me trompais. Je sais que ça durait depuis longtemps. Je regrette seulement d'avoir été aveugle à ce qui se passait chez moi. Mais maintenant, mes yeux sont ouverts, et tu ne peux plus me duper. Cette fois, elle ne pouvait pas discuter, car elle savait que c'était la vérité. La vérité, c'est qu'Élodie me trompait depuis son arrivée dans la police. Et si elle insistait pour me reconquérir, c'était parce que son amant l'avait quittée après la découverte de leur liaison. Elle était désormais seule, ayant perdu son mari et son amant. Mais les conséquences ne s'arrêtaient pas là. Comme la liaison extra-conjugale impliquait un autre policier militaire, l'affaire ne fut pas bien accueillie lorsque le commandement de la police en fut informé. Le problème n'était pas seulement la liaison en elle-même, mais le fait qu'il avait dispensé Élodie de son travail pour qu'il puisse aller dans des motels alors qu'elle aurait dû travailler. Et cela durait depuis longtemps. J'ai porté plainte, je ne le nie pas. Une enquête fut ouverte, et ils firent tout de l'objet d'une procédure interne. J'appris qu'elle avait démissionné quelques mois plus tard. Peut-être n'a-t-elle pas supporté la pression. Peut-être n'a-t-elle pas pu tourner la page. Je ne connais pas les détails. Ce que je sais, je l'ai appris d'amis communs. Son rêve s'était réalisé, mais il n'a même pas duré 2 ans. Pendant ce temps, j'ai vendu la maison, en dessous de sa valeur marchande, et j'ai quitté la ville. Je ne sais pas ce qu'il est advenu d'Élodie après mon départ, et pour être honnête, je ne veux même pas le savoir. Moi, à mon tour, j'ai tourné la page, blessé mais fier de moi. Parce qu'être trahi ne dépend pas de soi, mais rester avec celui qui a trahi, c'est un choix. Et j'ai choisi d'être heureux, seul.